tous les vivants. Cher Victor, je me permets de te tutoyer directement, tant d'années nous séparent qu'un peu de simplicité m'a semblé nécessaire, vois-tu. Je dois dire que tu me surprends. C'est un fait. Je ne viens pas à toi, Victor, tu viens à moi. Ton poème m'a sommé de lui répondre, j'ai donc écrit au dos de la rêverie. J'ai découvert son étrangeté, sa démesure, ses tics, et l'antéposition des adjectifs un peu pesante à mon goût. M'incitais-tu à la prolonger ta rêverie? Rêver et penser sont de la même étoffe, et cette étoffe est sombre selon toi. Cela ne va pas de soi. Identifier rêverie et pensée, par exemple, n'est déjà pas courant. Rêverie et noirceur, encore moins. Pour toi, les choses événements semblent souvent aussi obscures que les mots se dérobent, comme le suggère l'épitaphe citée de Gervais de Tilbury, en référence à ses divertissements pour un empereur. Plus l'homme est nombreux, plus l'ombre est profonde, écris-tu plus loin. Tu nous conseilles donc vivement, dès le début, d'oublier, de zapper et de rester à la surface ou au bord de la baignoire. Rêver ne fera pas de toi une imbécile heureuse. La pente que tu vas suivre ne t'incitera pas à te lever béate et niaise dans les vapeurs sucrées d'un nuage de barbe à papa, plutôt dans un pyrostratus rose lacrymo, vois-tu. Tu fais tout pour nous dissuader, mais c'est déjà trop tard. J'ai donc commencé par mâcher ta rêverie dans ma bouche pour voir si ça ne pesait pas trop. Si de la gêne sonore éventuelle pouvait naître l'hospitalité. Je l'ai lu plusieurs fois à voix haute. Le son est venu à partir de la 4e strophe. Quelque chose s'est opéré à partir de tous les vivants. Peut-être grâce à cette phrase amorce. Une totalité, une vitalité. Et puis les images bourdonnantes par essaims, ruches, fourmilières, les synesthésies, le cadrage photographique, le tableau composé par touches successives, la description de l'indescriptible. Pour mieux comprendre, j'ai alors suivi pas à pas le déroulé des strophes. Méthodiquement, je me suis posée du haut de ma terrasse à la hauteur d'un framboisier. J'avais levé le store, l'oiseau était posté à ma droite, il entonnait son sample avec une régularité de coucou d'horloge suisse. Je voyais des vagues de toits ocre sur un bleu impeccable, olivier à gauche, laurier rose à droite, menthe, bourrache, thym, romarin, laurier sauce, ciboulette, fenouil et verveine citronnée. Placé exactement comme toi lorsque tu regardais au loin les arbres et les fleurs, il y a près de 186 ans, je me suis mise en situation pour saisir l'aspect dufteux du rêve éveillé, son brouillard nuage, sa lumière flash, son ombre clair-obscur. J'ai écouté les rires des gamins dans la rue, tout comme tu saisissais le bruit d'enfants joueurs et d'oiseaux amoureux. J'ai vu le brin d'herbe à la dureur et la lumière de diamant qui le transperçait. Je me suis laissée aller à ces 3 harmonies, printemps, matin, enfance, et comme le Rimbaud de sensations, j'aurais alors pu ne plus parler et ne rien penser. Mais la fenêtre est un objectif qui va du monde réel à la sphère invisible. Écrire, c'est photographier le réel plat, sa beauté, mais aussi saisir ce qui est caché et sa monstruosité. D'où ces images de la totalité ici. Ça déborde, c'est excessif, ça tente de tout embrasser, y compris le temps et l'espace, cette double mer. L'adverbe tout et l'adjectif tous, toutes sont ainsi déclinés au moins une dizaine de fois, dans une longue anaphore qui structure le texte. Nous sommes n'importe où hors du monde. Les morts, les vivants, ils étaient bien là, tous. La voix du nouveau monde comme celui de l'ancien, tout autant. Le pouvoir de l'écriture comme pensée et rêverie permet de convoquer les amis réels, peintres, écrivains, mais aussi la troupe grave et fidèle de ceux qui ne sont plus, et même les absents qui font de longs voyages. C'est la force du rêve éveillé, faire en sorte que tous ceux qui peuplent notre esprit se géolocalisent en un seul et même lieu, ensemble, sur la même place. Mais leurs visages s'effacent pour se confondre avec le chaos de la foule. Et alors que tu nous avais déconseillé hypocritement de ne pas fouiller nos chères rêveries, tu creuses, tu sondes le lit de cette foule pour savoir s'il est fait de roche ou de fange. Tu te mets à narrer la foule sans la narrer, à la décrire sans la décrire, parce qu'elle est indicible, inexprimable, sans nom. La foule est une nuit. Elle, la nuit et la foule, s'épaississent ensemble toutes les deux.
C'est la nuit du genre humain, son obscurité, sa multitude, ses motivations insondables, son chaos. La foule capable du pire comme du meilleur. Mais aussi la foule debout, capable d'échanger ensemble et de se comprendre tout en ne parlant pas la même langue. Tu photographies comme par flash de mots cette Babel du monde. Peu à peu, les couleurs s'effacent et tu tends un minimum figuratif pour mieux dire la complexité de la nature humaine, son caractère douteux, vague, mais aussi ses vallons de lumière et ses paradoxes. Tout parlait à la fois, tout se faisait comprendre, et pourtant ces 1000 ouvriers humains qui ne parlent pas la même langue et ne s'entendent pas, travaillent ensemble jour et nuit. Le dispositif photographique du texte nous fait ainsi passer de l'intimité de ton foyer à la fenêtre ouvrant sur l'extérieur lumineux pour retourner vers l'intérieur de ta pensée, les visions qu'elle engendre, comme des plans cinématographiques successifs. Ainsi, tu embrasses tout, le passé, le présent, les vivants, les morts, le genre humain complet. L'outrance ne te fait pas peur. Comme dans l'héroïque fantasy de Game of Thrones, le nord a ses Alpes au front de neige, le sud ses Etnas aux noirs cratères, on croise des villes au front étrange, inouï, en constante formation. Et tels les marcheurs blancs de la série, les races mortes de ces villes ouvrent les portes et tu les vois marcher ainsi que les vivants. Tu parcours une ville monstre tout à la fois Rome, Babylone, Carthage, Thèbes. Tu cherches, tu sondes les abîmes, tu poursuis ton voyage baudelairien. Tu plonges au fond du gouffre, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, et tu trouves l'éternité. Eh bien tu sais, comme Arthur nous le souffle, elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Se doit-on d'être en accord avec un texte ? Je suis d'accord avec toi. Tous les vivants ici se l'accordent. L'été cette année est de bise et de froid attristé. L'été qui est toutes les saisons, je te cite. Tout à la fois, automne, été, printemps, hiver. L'année entière en somme. Pour nous autres, la bise est tout sauf un vent glacé. Là, elle redouble le froid. Permets-moi, Victor, de former ce vœu avec toi. Permets-moi de penser que l'hiver ne viendra pas, que 2017 ne sera plus l'année des froids redoublés, multipliés et autres produits dérivés, ou refroidissement de mes congénères et de mes lointains, ou redoublement frigorifique par finance puissance 4, licenciement touché coulé, papier de Panama, la bonne paye. Rue Grenelle, je m'enrhume du luxe insoutenable des vitrines qui me font toujours penser à Melville et son diptyque du paradis des célibataires et du tartare des jeunes filles. Souvent, je vomis de l'encre transparente. Permets-moi de rêver qu'on puisse enfin trouver une pente sensible. PS. Merci à Gervais de Tilbury, dont le ramassis d'histoires stupides de vieilles femmes, selon Leibniz, sic, a lancé l'idée de ton poème et nous a ainsi permis de dialoguer en pensée, en vers et contre l'espace-temps.